Voici la première de Vie et survie. Bienvenue à cette première, ici Stéphane Bernier, pour vous présenter aujourd'hui le concept de l'émission, mais aller aussi un petit peu plus loin sur une première réflexion sur ce qu'on a besoin et qu'est-ce que la survie, mais aussi la préparation tout simplement à un bris de normalité. Donc un terme qui va revenir souvent. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Moi, je suis designer en architecture résidentielle écologique depuis 1993. Au fil des années, j'ai acquis de l'expérience et je suis maintenant animateur et enseignant, toujours dans le même domaine. Et le lien avec tout ça, c'est les autonomies qu'on greffe avec les maisons écologiques qu'on cherche à rendre de plus en plus résilientes ou autonomes. On va dans les supermarchés, on se rend compte que il manque des produits, il y a de la cohue, il y a des produits qui disparaissent soudainement, mais ce fut une prise de conscience de toutes sortes de choses, entre autres de ne pas avoir de réserve, mais pas seulement d'alimentation, des réserves en eau, des réserves en argent, et qu'est-ce que ça implique être prêt à tout ça? Ce qu'on a vu aussi, c'est apparaître énormément de pain de disponible. Beaucoup de personnes se sont mis à refaire du pain ou encore à faire toutes sortes de formations pour être plus autonome, à aller chercher des compétences peut-être perdues pour des savoir-faire qui sont peut-être de base, hein, de faire du pain, faire certains types de recettes, certaines réparations. Il y a eu un engouement pour certaines choses qui sont allées jusqu'à l'élevage de poules, par exemple. Cet été, très, très, très populaire. Ce qui se passe aussi, c'est que la prise de conscience a fait que je me suis interrogé, qu'est-ce que ça prend? Il doit y avoir quelque chose pour nous aider à être davantage prêts à répondre à une situation d'urgence. Bien, il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout dans ma prochaine émission, ce sera le plan d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'urgence? C'est pas seulement que le petit dessin qu'on peut faire de notre maison où il est écrit « Vous êtes ici avec 2 sorties et avertir les enfants si la porte est chaude, on sort par la fenêtre. » Donc, ça peut aller beaucoup plus loin que ça parce qu'il n'y a pas que un risque qui peut arriver. Il n'y a pas seulement qu'un incendie qui pourrait arriver dans notre maison. On a besoin... L'image est souvent associée à un plan d'urgence, c'est sortir en cas de feu, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est quoi? C'est comment on évacue? Est-ce qu'on est prêt à évacuer? Qu'est-ce qu'on fait des animaux? Qu'est-ce qu'on emporte? Où est-ce qu'on va? Comment on rejoint nos proches qui ne sont pas nécessairement avec nous dans la maison à ce moment-ci? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qu'on peut regarder et ça peut aller... ça doit même passer par des priorités comme se garder au chaud, avoir donc de l'eau, des aliments et tout ce que ça prend pour se procurer tout ça, donc de l'argent, de l'organisation, des contacts, etc. Puis il y a quand même un deuxième volet à tout ça, le plan d'urgence, c'est pas juste parce qu'on pourrait être persuadé qu'il y aura une urgence très bientôt, mais ça peut être, pour des plus petites urgences, tout ce qu'on prépare dans un plan peut être très utile. Mais aussi, quand on a un certain niveau de préparation, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est prêt à agir, bien, on obtient une paix d'esprit. On peut être plus calme. Et lorsqu'on a un savoir-faire de ce genre-là, bien, on est capable de réagir sans panique. On est prêt. On a quelque chose à faire. On peut s'en sortir, aider les siens finalement. Puis même pendant la crise, ça va mieux et pour en ressortir, on revient plus rapidement dans une situation normale. Alors, qu'est-ce qui sont des choses en autonomie, donc que je connais
d'avantages à cause du lien avec l'architecture écologique. Puis on a d'abord l'autonomie alimentaire qu'on appelle, qui peut être utilisée à court et à long terme. Hein? Donc l'autonomie alimentaire, c'est davantage ça, faire un potager et être capable d'avoir des réserves un petit peu, que d'empiler du canage dans un garde-manger. Hein? Mais d'une façon ou d'une autre, il faut produire un peu plus ou avoir un petit peu plus à ce niveau-là et faire une rotation en fait. Hein? Parce que lorsqu'on fait une rotation, on s'assure d'avoir une qualité, quelque chose qui dure, de s'assurer qu'on a de tout et que, bon, on n'a pas fait ça pour rien financièrement aussi. Alors, l'autonomie alimentaire, en général, c'est quand même un élément qui est très difficile à atteindre. On est tellement dépendant des réseaux et des supermarchés. Donc, l'autonomie, c'est difficile parce que ça prend un grand savoir-faire. Ça prend de la surface, du terrain, au moins des balcons, des fois des toits. Ça prend du temps faire pousser aussi. Donc, en cas de crise, on n'a pas des tomates le lendemain. Il faut en avoir constamment si on veut, si c'est possible. Avoir une serre pour allonger la période de culture, même cultiver en hiver, c'est possible maintenant avec une serre. Donc, c'est difficile et c'est un des éléments qu'il faut planifier d'avance, avoir du savoir-faire de plus et aussi l'élaboration d'un réseau parce que c'est pratiquement impossible d'être complètement autonome en alimentation juste chez soi. Ça prend un réseau, faire des échanges. J'ai des poules, j'ai des œufs, je peux échanger avec quelqu'un qui n'en a pas et qui lui fait autre chose que moi, j'ai pas. Et ça peut se mélanger là, avec autre chose, c'est pas nécessairement seulement de l'alimentation. Hein. Je pourrais échanger mes œufs contre du bois de chauffage. Alors, d'autres autonomies, pour vous donner une brève idée, ben, en électricité. Puis en électricité, c'est de plus en plus rentable. Maintenant, on parle de 60 sous le watt, donc pour l'achat des panneaux. Donc, ça fait quand même une bonne différence, et un peu plus. Là. Puis, l'autonomie en électricité est quand même aussi assez complexe, peut-être un peu moins essentielle. Donc, ça ne sera pas dans mes sujets de prédilection rapides, parce que la majorité des gens sont en ville ou même partout au Québec. C'est pas vraiment un problème. Les réseaux ont été solidifiés beaucoup depuis la crise du verglas. Les pannes sont jamais très longues dans la majorité des endroits. Et s'il arrivait une crise plus grande, ben, on a quand même les ressources pour que cette électricité-là revienne assez rapidement. Donc, c'est peut-être pas une grosse priorité, mais il y a quand même plusieurs volets qu'on peut étudier pour avoir de l'autonomie, d'indépendance, même des économies d'énergie en bout de ligne. Par exemple, les panneaux pourraient servir seulement à alimenter un réfrigérateur, parce que même pour les pannes courtes, ben courtes, ça peut être 2 jours, des fois 3 jours, là, ça peut aller. Bien, si on ne veut pas perdre nos aliments, ben si on peut avoir une ressource de base, vu le coût maintenant très réduit, c'est rendu très plausible d'avoir un système secondaire juste pour au moins se sauver des aliments et le pompage de l'eau si on est à la campagne. Donc, un peu d'éclairage peut-être, ou parce que le gros du chauffage, quand on pense autonomie, ben, c'est pas les panneaux solaires qui est la première solution parce que ça prend beaucoup de batterie. Puis, le chauffage, on en a besoin dans les périodes où il y a le moins de ressources, en décembre et en janvier. Donc, c'est vraiment pas simple non plus à organiser. Pour finir sur l'autonomie en électricité, c'est aussi les 2 grosses demandes dans ce domaine-là, c'est d'être très conscient des dépenses qu'on fait. L'électricité est tellement peu coûteuse ici qu'on a peu conscience de tous les appareils qui fonctionnent, même au repos qui dépensent l'électricité. Donc ça prend une grande conscience de nos dépenses personnelles, si on veut, de notre usage d'énergie électrique. Et aussi, ben, finalement, si on veut être complètement autonome, c'est vraiment un gros investissement financier, c'est le plus gros. L'autonomie alimentaire, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est du savoir-faire, de la terre, des engrais, mais le compost, hein, tout ça. Mais c'est moins un gros investissement financier. Et pourtant, c'en est un qui est plus important. Du moins, si on regarde aussi une année complète, hein, l'hiver, l'électricité est plus importante ou ça nous prend un chauffage d'appoint. Et ça, bon, on en a encore, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Là. En ville, d'avoir un foyer, c'est rendu difficile, impossible ou voire interdit.
Alors, une autre autonomie que je veux juste effleurer quand même en intro avec vous, c'est l'autonomie en eau. Donc, il y a aussi toute une dualité, hein, rural-urbain à considérer. Donc, si on est en ville à haute densité, ben, on oublie ça de mettre un réservoir d'eau de pluie dans le sol. Si on est dans des quartiers résidentiels, ben, ça c'est possible, mais il y a quand même une alimentation en eau avec une pression qui est fournie par la municipalité. Donc, l'enjeu municipal, urbain est davantage au niveau de la filtration et de la qualité de l'eau. Ça aussi, donc, on voit que c'est quand même pas un si gros investissement. Comparativement à être loin en nature ou en rural, là, il y a beaucoup d'espace. On n'a pas nécessairement plus d'eau, hein, on n'a pas plus d'eau. Et ça entraîne des coûts quand même beaucoup plus élevés. Puis il ne faut pas juste accumuler notre eau, là, il faut pouvoir la pomper aussi. Donc, heureusement, pour l'autonomie en eau, il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent nous permettre de se secourir, de se dépanner pendant quelques jours. En ville, ben, c'est plutôt la qualité qu'il faut regarder. Et au niveau multi-usage, ben, il y a quand même plusieurs choses qui se font qui sont tout petites, compactes, qui servent autant en camping, en expédition, que pour se dépanner en cas de bris de normalité. Je le ressors, mon expression encore. Alors, au niveau de l'eau, j'ai changé d'image, mais il y a quand même tout l'enjeu du chauffage de l'eau qui est important, qui est une grosse demande en électricité aussi, si on veut être autonome. Mais en même temps, c'est le moins essentiel des trois, hein, entre l'alimentation et la chaleur, le chauffage. Ben, le chauffage de l'eau, lui, est moins important. On peut toujours être 2-3 jours à se laver des barbouillettes. C'est avoir de l'eau chaude, c'est pas essentiel sur des courtes durées. Et ça dépense de l'énergie. Et c'est compliqué d'avoir des méthodes alternatives. Donc, un chauffe-eau thermique au Québec, c'est compliqué, c'est beaucoup d'entretien, ça use beaucoup plus vite. Et y aller avec l'électricité, bien, il y a une grosse partie de l'énergie de décembre et janvier qui irait en chauffage de l'eau. Donc, si on peut avoir un moyen de chauffage de l'espace ou un concept de maison passive, c'est souvent la bonne solution, pour que chauffer l'eau ça devienne la dépense principale et non plus chauffer la maison. Ça, c'est aussi tout un domaine de concevoir une maison passive, mais c'est quand même ça l'avenir de la maison écologique. Donc, tout ce qui touche l'eau chaude, hein, pour se laver. Puis, dès qu'on dépasse quelques jours, mais là, ça devient plus compliqué. Il existe quand même des petits moyens comme des sacs à douche qu'on peut mettre au soleil pour faire de l'eau chaude. Mais bon, bref, l'eau chaude, c'est un satané beau luxe à remettre dès qu'on sort d'un bris de normalité ou d'une situation d'urgence où on en a été privé. Hein? L'eau chaude, c'est vraiment un élément de confort, mais en même temps, en cas de crise, c'est pas simple. Alors, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie d'allumer un feu avec un bâton, un arc à cordes, pour être autonome en survie, mais davantage ici en forêt. Hein? On n'aura pas besoin de faire ça en milieu urbain. Et c'est vraiment là que la majorité des gens sont. Donc, je vais davantage orienter mes vidéos là-dessus. Alors, la survie qui est souvent orientée vers... la vision est celle de l'expéditeur, hein, qui part en solitaire dans le Grand Nord et qui met sa vie en danger et qui apporte le moins de choses possible. Bien, ça a quand même tout plein de côtés positifs pour la survie, le confort, l'autonomie, à cause du développement de toutes sortes de petits objets qui ont plusieurs fonctions. Et tous ces objets-là, plusieurs fonctions, peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, mais peuvent nous servir aussi dans les trousses d'évacuation, dans notre plan d'urgence aussi. Alors, donc on va en voir des gadgets, c'est le genre de choses qui est le fun aussi à élaborer. Alors, premier sujet que je vais aborder avec vous, c'est donc le plan d'urgence. Pour à peu près toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Alors, ce plan d'urgence-là doit être adapté aux saisons. C'est pas la même chose l'hiver que l'été. Mais c'est aussi la même chose pour les autonomies. Il faut pouvoir adapter. Tout ce qui est résilience et autonomie doit tourner autour de la conscientisation qu'à chaque saison, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça peut nécessiter si on veut pas avoir trop des gros
une grosse trousse par exemple d'évacuation, bien en hiver, on peut la réduire pour au moins se faciliter la vie s'il y a vraiment une situation urgente. Donc, déjà avec les exemples que je vous ai montrés d'autonomie tantôt en électricité ou en eau, bien, on voit qu'il y a tout le temps une différence entre le rural et l'urbain. Donc, c'est vraiment des éléments sur lesquels je vais appuyer un peu toute ma démarche avec vous. Dans les autonomies, évidemment, tout ce qui sera privilégié dans ce que je vais aborder, c'est ce qui amène de la liberté, de la qualité de vie, une vision qui est plus à long terme, mais qui sert aussi en cas de crise peut-être prévisible qui vont durer plus longtemps. Quand c'est une crise plus systémique, ce qu'on voit actuellement, là, on est un peu comme dans une situation de crise, il y a des hauts et des bas, puis il y a des restrictions, qui fait que avoir plus d'autonomie nous permet de moins sortir, d'être plus confortable, même d'aider les gens autour de nous. Ça fait partie aussi de tout ça. Donc les autonomies sont intéressantes pour le court et le long terme. Donc l'autonomie alimentaire, c'est carrément ce qui est la priorité. Une résilience alimentaire, comme vous voyez à côté, pas juste des conserves, savoir cultiver, être capable d'en faire au moins un petit peu, contribuer, puis ce peu-là va au moins nous faire un plan d'urgence à court terme. Le long terme, il faut vraiment le réseauter, puis il faut vraiment avoir développé depuis un bout de temps. Donc, vaut mieux commencer tout de suite. Donc, c'est vraiment le prochain sujet après avoir réglé là, les plans d'urgence, les éléments qu'on doit commencer les démarches tout de suite, puis qui peuvent prendre quand même un petit peu de temps. Vous ne me verrez pas tellement parler d'armes à feu ou de façon de se défendre, mais tout ce qui est le matériel qu'on a besoin pour un peu toutes ces autonomies-là, ces urgences-là, ces situations de risque-là, et aussi le plaisir qu'on peut avoir en plein air, avec des bons outils, avec du bon matériel. Alors, allons voir maintenant les 4 éléments fondamentaux. Ces 4 éléments-là sont aussi reliés à des archétypes humains et finalement, vous allez voir qu'ils nous aident à établir les priorités. C'est directement relié à la vie, mais aussi à la survie. Alors, allons voir l'air en premier. Donc, l'air, celui qui a l'incidence le plus rapide sur le maintien de la vie grâce à l'oxygène qu'il contient. C'est le souffle de vie, le comburant du feu et le moyen de transport de particules fines, parfois de vie à sa plus simple expression. L'air, c'est l'aventure, la puissance et l'action. C'est ça le lien, l'archétype humain. Alors, vous commencez à voir un petit peu. Puis, ils s'interrelient entre eux. Le feu, lui, de son côté, il produit de la lumière, donc, et de la chaleur par l'action combinée de l'air et de la terre, soit la combustion d'un comburant terre et d'un carburant terre et d'un comburant air. Voilà. Le deuxième en importance pour maintenir la vie grâce à sa chaleur. Donc, pour maintenir la vie, l'air, le feu en deuxième. Ensuite, le feu, c'est l'impulsivité, la transformation et la domination. Si on regarde maintenant l'eau, l'eau composée liquide, comme on le sait tous, essentielle à la création de la vie organique grâce à sa symbiose avec la terre, donc les éléments matériels. Il est le troisième en importance pour maintenir la vie, l'eau, l'air, la chaleur et l'eau. On va voir tout à l'heure pourquoi je dis ça, troisième. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée. L'archétype est intéressant. L'eau est associée à l'adaptabilité. De l'eau, il n'y a rien qui va plus se glisser et se stabiliser. Et l'affection, tout en nuances. C'est bien, hein? C'est même poétique. Je vais vous donner le lien du site où j'ai trouvé ça. Il est dans la description sous la vidéo. La terre, composée solide essentielle à la vie organique en symbiose avec l'eau, donc il joue le rôle de carburant du feu, est aussi le support de notre corps. Donc le support, le sol, c'est de la terre, mais c'est aussi la matière, donc le sol,
qui nous retient aussi, qui nous empêche de tomber. Je vais faire un lien tout à l'heure. Si on veut, c'est là-dessus qu'on se tient, ça nous supporte. Puis c'est aussi les composantes solides de notre corps provenant de la terre par l'entremise des aliments. Donc, vous voyez que la terre, ça représente les aliments, donc tout ce qui est matériaux solides. La terre, c'est l'organisation et la fiabilité. Voilà. Donc, vous allez retrouver le lien en dessous. Je trouve ça quand même intéressant. Alors, si je reviens à ma position, ça, c'est intéressant. Là, vous allez faire le lien avec les priorités que j'énumérais, donc le chiffre magique de la survie. 3 secondes de chute. Hein, je faisais le lien avec la terre qui nous soutient. Bon, c'est vrai que si on tombe de plus haut que 3 secondes, hein, pendant 3 secondes, à partir de là, notre vie est sérieusement menacée. 3 secondes, c'est une chute haute en tabarouette. Bon, il y a déjà eu des survivants, mais c'est pour faire une idée, pour lier tous les éléments ensemble là, avec le chiffre 3. C'est sûr qu'il n'y a rien d'absolu dans tout ce que je vais vous dire. Comme 3 minutes sans air, ben c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le plus important pour maintenir la vie. Hein? La chute, là, on le contrôle là, quand on voit où ce qu'on va. Normalement, on tombe pas. Là, tu le contrôles de cette façon-là, mais si tu n'as pas d'air, hein, la terre ne disparaîtra pas sous nos pieds soudainement. Là, on ne se mettra pas à tomber comme ça. La plupart du temps, en tout cas. Des fois, il y a des sols qui s'en vont, mais... Bon, 3 minutes d'air, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, 3 heures sans chaleur, c'est vrai, hein? L'hypothermie, l'hiver, ça peut être plus rapide si on est plongé dans un liquide. C'est sûr qu'il y a des nuances, mais philosophiquement, le 3 nous donne une bonne proportion avec ces notions de temps-là, de durée pour la survie. Donc, l'air est le plus important, le feu, ensuite, l'eau, 3 jours sans eau, c'est généralement une bonne limite, là, une bonne cible, là. Si on ne boit aucun liquide pendant 3 jours, on commence à être sérieusement en danger. 3 semaines sans nourriture. Donc, lui, c'est le 3e. Donc, en termes de durée, on peut très bien ne pas se nourrir pendant 3 semaines pourvu qu'on ait de l'eau. On va survivre. On ne sortira peut-être pas en super forme, du moins amaigri. Et 3 mois sans revenu. Donc, quand vous savez, dans le début, là, je vous ai parlé un petit peu, là, ça prenait aussi des réserves d'argent pour être capable de faire des échanges, d'aller chercher ce que nous, on n'est pas capable de produire. Hein, selon notre degré d'autonomie, on est rendu. Donc, on a besoin. Hein, c'est vraiment notre façon de s'assurer un logis, du transport, des aliments, etc. Donc, 3 mois sans revenu, ça nous donne une petite idée que on devrait avoir au moins 3 mois de réserve pour se retourner de bord, comme on dit, chercher un nouvel emploi, ou s'en créer un, ou démarrer une entreprise, ou... Bon, je vais peut-être un petit peu loin. Mais avec 3 mois de réserve financière, on augmente de beaucoup nos chances. Et le 3 ans sans relation interpersonnelle, 3 ans sans humain avec nous, bien là, c'est tout le côté psychologique qui commence sérieusement à déraper, à être affecté et de nous menacer. Donc, c'était plus pour m'amuser un petit peu tout ce point-là, mais ça nous donne quand même une bonne idée de la philosophie qui se cache derrière les priorités qu'on doit mettre pour le plan d'urgence en termes d'air. Hein, s'il y a un nuage chimique qui arrive, c'est vite, là, la réaction doit se faire vite là, pour pas que l'air rentre par les conduits. La chaleur, ben, le temps que la chaleur se dissipe, parte de la maison, on a quand même un petit peu plus de temps, là. Hein? C'est aussi une notion d'intervention. De l'eau. Hein? On peut être un petit bout de temps sans eau, donc ça peut nous donner du temps pour s'en procurer, faire fondre la neige, etc. Même chose pour les aliments. Donc, si on a une base de réserve de 3 semaines d'aliments, bien, on fait quand même un Moses de bon bout pour s'organiser, trouver d'autres ressources, d'autres partages, etc. Alors, pourquoi se préparer maintenant? Je pense que c'est quand même important d'essayer de vous motiver un petit peu, puis je vous donne une petite mission, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, faire ces réserves graduellement. Pourquoi faire des réserves graduellement? Ben, ça permet d'investir petit peu par petit peu. On dit qu'en commençant maintenant, on est capable de faire des réserves graduellement, de moins investir d'argent d'un seul coup, d'éviter aussi la cohue et la compétition, hein, si tu es dans une course pour obtenir quelque chose. Donc, on commence maintenant, on peut commencer graduellement,
et s'assurer de réussir à préparer notre plan là, de se sécuriser. Avoir une stratégie par priorité. Donc, on peut vraiment choisir qu'est-ce qu'on se procure, comment on monte notre réserve ou notre plan, prépare notre plan d'urgence. Quand on connaît nos priorités, quand on prend le temps de les établir, on peut évaluer les risques, faire nos réserves en fonction de nos risques, les plus grands, les plus importants, qu'on doit avoir pour le court terme, le risque le plus élevé à court terme. Et puis, on est prêt, on va de l'avant. On peut profiter des bonnes occasions. Donc, quand on s'y prend d'avance, on paye moins cher, puis on n'a pas de rareté, on ne risque pas de tomber dans une pénurie. Autre élément, éviter les achats impulsifs. Donc, lorsqu'on est trop pressé, on va faire des achats impulsifs, on va faire des erreurs, des mauvais produits, des produits qui ne durent pas longtemps, acheter trop, acheter pas assez, ou acheter trop cher. Identifier un second emploi. Bien, quand on a du temps devant nous, quand on commence d'avance, là, ça nous permet de choisir des produits qui ont plusieurs emplois. Donc, si on a un bel exemple dans une maison, lorsqu'on conçoit une maison, puis qu'on pense comme il faut les fonctions de vie qu'on a, on est capable de construire plus petit, ça va nous coûter moins cher, parce qu'on va avoir des pièces qui sont capables de joindre plusieurs fonctions. Hein, au lieu de se faire un atelier, une chambre d'amis, un bureau, on peut toutes les mettre dans la même pièce, avoir plus petit, 2-3 petites choses qui se transforment, un lit qui se transforme, un bureau qui se transforme. Maintenant, c'est facile, ça existe, ça coûte beaucoup moins cher que de faire 500 pieds carrés de plus, par exemple, du toit, de la fondation, des murs, des fenêtres, hein, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ben, c'est la même chose lorsqu'on parle de matériel de plan d'urgence ou de matériel de survie ou de réserve. Donc, si on a un second emploi, on va avoir des plus petits objets, avoir des objets en moins grand nombre. Ça peut même nous coûter moins cher en bout de ligne. Et finalement, soyez discret pour assurer votre sécurité. Hein, comme si vous voyez un camion 10 roues arriver, décharger tout le matériel que ça prend pour survivre pendant 3 mois, bien, vous ne serez pas le seul à le voir. Vous allez soulever peut-être... pas l'envie, mais si vous le faites en début d'une crise, il y a plein de gens qui vont vous avoir identifié. Donc je pense que je n'ai même pas besoin d'élaborer davantage là-dessus. Alors, allons voir mon petit jingle pour l'étape suivante. Alors, la mission prévoyante, voilà. Je vais m'amuser avec ça, avec vous, assez régulièrement. Donc, la première mission prévoyante, c'est de prendre connaissance du plan d'urgence du gouvernement du Canada et commencer tout de suite à le préparer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le lien qui est dans la description de la vidéo, aller sur le site du gouvernement du Canada, regarder la page du guide de préparation aux urgences. Eux, ils recommandent 72 heures de réserve, être prêt pour survivre et se protéger pendant 72 heures. Ce qui est vraiment un minimum, hein? C'est le début, ça, de la crise, là. Donc, c'est ce qu'ils recommandent avant que les autorités soient capables de vous venir en aide. Mais bon, hein, on a vu des exemples où ça prend plus de temps que ça, pas mal. Mais bref, il faut toujours bien partir de quelque part. Donc, téléchargez ce document-là, puis prenez-en conscience, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous inviter à aller sur le site. Je vais me faire disparaître pour que vous puissiez voir l'adresse, mais c'est pas très longtemps, juste parce que, vous voyez derrière moi, vivre-et-explorer.com, bien, c'est le site internet où j'ai déposé ce document-là. Donc, vous n'avez même pas besoin de trouver le site du gouvernement, là, mais c'est quand même intéressant. On va y aller dans ma prochaine vidéo. Donc, vous pouvez télécharger sur mon site gratuitement ce guide-là et les 2 documents que j'ai préparés d'avance pour faire un plan d'urgence résumé. Comme je vais en parler, je vais parler de tout ça davantage dans la prochaine vidéo. Donc, pourquoi j'ai préparé, qu'est-ce qu'on va en faire, puis je vais vous montrer les exemples, on va regarder tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que... je vais dire alors moins souvent, je vais m'habituer. Je l'ai dit pas mal souvent. J'allais le dire, je me suis retenu, c'est bien.
OK, deuxième partie du plan d'urgence, vous allez aller le chercher, puis lisez. Ça serait déjà une bonne chose de déjà avoir trouvé le lien, l'avoir mis dans vos favoris et d'avoir téléchargé le document PDF. Alors, le lien est dans la description. Deuxième volet, commencez à déterminer vos risques. Je vais en parler aussi la prochaine fois, mais juste pour vous donner un exemple pour vous inspirer, ben vous allez les avoir sur le site. Vous pouvez fouiller sur le site du gouvernement, mais vous pouvez aussi utiliser un des liens que j'ai mis aussi dans la description, qui vous permet d'arriver directement sur la page qui va vous parler de risques. Évidemment. Bon, alors, quel risque il pourrait... Vous pouvez juste l'imaginer, prendre un petit peu d'avance ou encore consulter ce document-là. Parce que selon les endroits où on est au Québec, il y a même une partie où au Québec, on nous en parle. On a les inondations qu'on connaît bien au Québec, mais il pourrait arriver toutes sortes de choses aussi qui sont plus proches ou même qui sont d'origine plus éloignée qui pourraient nous affecter selon l'endroit où on est. Un arbre qui tombe sur la maison, ça peut être proche. Puis, êtes-vous prêt à ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus de courant, il y a un trou, il pleut. S'il est tombé, c'est parce qu'il vente. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous capable de sortir? D'éviter? Regardez les arbres chez vous, est-ce qu'il risque de tomber un arbre qui va amener un fil? Bref, ça peut aller loin, mais ça vaut la peine de réfléchir à tout ça. Glissement de terrain, êtes-vous prêt s'il y a jamais un incendie qui se déclare chez vous? Ou dans le boisé juste à côté qui pourrait faire s'enflammer aussi la maison? Un accident industriel, par exemple, des gaz chimiques qui pourraient arriver. Un tsunami, là, ça en prendrait vraiment un gros, mais bon, bref, dans l'est du Québec, si Manic 5 fissure et s'écroule, ou quelqu'un met une bombe dedans, il va y avoir un bon tsunami sur la rive sud. Déraillement de train si vous habitez proche d'un train. Les situations de guerre sont peut-être moins probables, là, des bombardements, des choses comme ça. Invasion de domicile dans certains quartiers. Plus que d'autres, en tout cas. Attaques terroristes, ondes de tempête sur les bords du fleuve, tornades dans l'ouest du Québec, c'est arrivé dernièrement. La montée de la dictature même, ou pire, l'arrivée de la belle-mère. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, retrouvez les liens, commencez à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez... découvrir comme risque qui vous concerne, parce que c'est dans une région très proche, les risques peuvent varier vraiment beaucoup. De quelques kilomètres de la rive, un lac, une montagne, une côte, un glissement de terrain, vous voyez que tout est possible, non réjouissant, mais c'est pire, je pense, de s'imaginer tout ça puis d'en rester là que d'agir puis de planifier puis de reprendre la paix d'esprit après. Alors, ça va être là-dessus que je vais donc vous inviter à venir à surveiller la prochaine vidéo qui devrait apparaître quand même assez rapidement. Et on va regarder en profondeur le plan d'urgence. Donc, j'en profite pour remercier Média Info Cité. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube où je place toutes mes vidéos ensemble, qui est à peine en début de croissance, si on veut. J'ai des vidéos, mais qui sont davantage la version explorée du site. Et bien sûr que... on se retrouve très bientôt. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez apprendre, j'espère que vous allez me suivre. On devrait apprendre ensemble. Je ne suis pas un expert de tous ces domaines-là et j'ai beaucoup à apprendre et je vais pouvoir partager avec vous et j'espère que vous allez faire la même chose. Vous avez des idées, des découvertes. Elles sont les bienvenues. Alors, je ne m'étends pas plus pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt.